Librairie à Stendhal. Les rencontres de la Librairie française de Rome. Ecco, è un momento questo che vorremmo vivere in continuità con la conversazione che è iniziata questa mattina insieme al regista del film cui abbiamo assistito. Beh, certo, parlare di Cyril Dion soltanto in questi termini, come di un regista cinematografico, è un po' poco, perché la sua biografia è piuttosto variegata. Pensate che lui, oltre ad essere autore di saggi come quelli che stanno circolando qui in sala, ha pubblicato anche un romanzo, delle raccolte di testi poetici, perché è anche un poeta, e ha diretto la pellicola cui abbiamo assistito questa mattina, che è stata premiata in Francia come il miglior documentario nell'anno in cui è uscita, 2 o 3 anni fa se ricordo bene, e devo dire che è un film davvero straordinario. L'ora e 50 che dura vola via, perché ha una fotografia straordinaria, racconta delle storie avvincenti ed è veramente un capolavoro nel cinema ambientale, a mio parere. Beh, apro e chiudo la parentesi, qualcuno di voi aveva visto La verità scomoda di Al Gore? Il film di Al Gore uscito diversi anni fa, che aveva raggiunto anche l'Oscar. Beh, insomma, se non lo avete visto, devo dire che quello era un film assai meritevole ma straordinariamente noioso, lo posso dire, diciamo, in tutta sincerità, da appassionato della filmografia ambientale. Il film di Dion in realtà è una narrazione estremamente costruttiva, profonda, con una durata superiore alla media rispetto a tanti documentari cui assistiamo, ma davvero godibile. E questo significa che l'autore, insieme alle persone con cui ha lavorato, sa pensare al proprio messaggio dal punto di vista di chi lo decodificherà, quindi si prende una responsabilità sociale di cambiamento nel momento in cui si esprime in termini artistici, ma cerca anche di rendere godibile e percepibile il proprio messaggio da un pubblico ampio. Per di più, Cyril Dion, qui completo la presentazione, è un attivista in campo ambientale, perché ha fondato insieme a Pierre Rabhi, che è un agricoltore di origine algerina, molto noto in Francia, più in Francia che non in Italia per il suo impegno nel campo dell'agroecologia, un movimento che si chiama il movimento Colibrì. Si ispira ad una fiaba africana, peraltro se volete cercarla su YouTube, Wangari Maathai la racconta in una maniera straordinariamente poetica. C'è un bellissimo video, lo consiglio soprattutto al pubblico dei più piccoli di farvi aiutare dai genitori, ma secondo me sarete voi a aiutare i genitori a cercare questo video su YouTube, perché la fiaba del colibrì raccontata da Wangari Maathai è davvero, davvero bella da ascoltare. Il movimento del colibrì, per l'appunto, fondato da Pierre Rabhi e da Cyril Dion, appunto a testimoniare il fatto che c'è una missione sociale di ispirazione ambientalista dietro le poliedriche attività dell'ospite che abbiamo questa sera qui nella libreria francese, il tutto all'interno della cornice di Cultivons Notre Jardin. È un ciclo di incontri, penso che il pubblico che è qui stasera abbia partecipato anche ad altri eventi di questo meritevolissimo ciclo di incontri che l'Ambasciata di Francia sta organizzando durante questi mesi in tutta Italia. Questo devo dire che è uno degli appuntamenti più importanti, perché viene a trovarci in Italia una figura un pochino diversa, ecco, rispetto a quelle con cui siamo abituati a che fare, se non altro per la poliedricità dei canali che utilizza, dei linguaggi che sa maneggiare. E direi però, oltre che per questo, per la visione che esprime, per la capacità di mettere la propria esistenza al servizio del cambiamento verso la sostenibilità, che è la grande scommessa delle nostre generazioni. Quando dico nostre voglio richiamarmi a un concetto dal quale vorrei cominciare questa conversazione, che Cyril ha già espresso questa mattina, e cioè l'idea che questa missione di andare verso
un cambiamento che ci riposizioni tutti in un modello di convivenza a basse emissioni di carbonio, sia una missione che va vissuta in termini intergenerazionali, attraverso un patto fra le generazioni. Quindi è molto bello che qui ci siano anche delle bambine e dei bambini in sala, perché è un cammino che deve vedere insieme, ecco, tutte le persone che possono attraversare in una, come dire, maniera attiva, ecco, questa fase cruciale per la storia della nostra umanità, la fase che può portarci ad uscire dall'economia del petrolio per guardare verso le rinnovabili, l'efficientamento, il recupero di materia e tutti gli altri aspetti, ecco, di un modello economico nuovo ispirato alla sostenibilità che Cyril Dion peraltro racconta splendidamente nel film che abbiamo assistito stamattina, che si intitola non a caso Domani, Tomorrow, cioè andatelo a trovare un ambientalista che racconta l'ambientalismo dal punto di vista delle soluzioni e non da quello dei problemi. Credetemi, è una rarità ed è un pregio che vorrei sottolineare. Ci sono altri aspetti nella biografia di Cyril Dion. Mi piacerebbe peraltro se lo trovassimo il modo che lui legga anche uno dei suoi testi poetici. Adesso magari lo potremmo recuperare insieme agli amici della libreria, se qui esiste anche una pubblicazione delle poesie di Cyril Dion. Sarebbe interessante, se lui ne ha voglia, naturalmente, che ci legga uno dei suoi testi. Se non è possibile non fa nulla. Aggiungo solo un dettaglio: ha fondato recentemente, ha partecipato recentemente alla fondazione di una rivista che si intitola Kaizen, cioè qualcosa che credo si possa tradurre come cambiamento quotidiano, cambiamento per piccoli passi. Adesso poi magari Cyril mi aiuterà a tradurre ancora meglio. Peraltro Kaizen, ho visto che l'editore Sonda l'ha pubblicato anche in Italia poche settimane fa. C'è un'edizione italiana di Kaizen, io ero stato invitato alla presentazione e non sono potuto andare. Non sono certo che sia l'edizione italiana della stessa rivista, ma ho l'impressione di sì, quindi è probabile che questa operazione editoriale stia sbarcando anche nel nostro paese. Ce ne sarebbe certamente bisogno di una rivista che aiuta a riflettere sul cambiamento al quale ciascuno di noi può partecipare. Benvenuto Cyril. Grazie. Buonasera Cyril. En français, on dirait qu'il m'a bien beurré la tartine. En italien, mais très très bien. Ripartiamo da uno dei concetti che abbiamo toccato questa mattina con i ragazzi, questa idea che il cambiamento che abbiamo davanti, la missione di evolverci tutti verso un'economia a basse emissioni di carbonio, sia un obiettivo che va praticato attraverso un patto fra le generazioni. Bonsoir tout le monde, merci d'être là, c'est chouette d'être avec vous, c'est chouette d'être à Rome. Juste avant de répondre à cette question, est-ce que ça demande un pacte de génération pour arriver à résoudre les problèmes qu'on a en face de nous? Je voudrais juste, pendant 5 minutes, ça va être la partie désagréable de la soirée, faire une sorte de petite mise à jour de là où on en est, justement. Qu'est-ce qu'on a face à nous? Qu'est-ce qu'on a besoin d'essayer de résoudre dans cette espèce de coopération entre les générations? Et c'est avec ça que je commence le livre, d'ailleurs. Parce que depuis qu'on a fait Demain, et depuis qu'on parle de ces sujets-là, depuis les années 70, la situation a continué à s'aggraver, et aujourd'hui, elle est arrivée à un point où ça devient une histoire de survie de notre espèce. Et on n'en a pas toujours conscience. Enfin, je sais que moi, quand j'en parle à des personnes qui sont en dehors de ces cercles-là, ça paraît quand même relativement lointain. On sait qu'il y a un problème, mais on ne sait pas vraiment à quel point. Donc, pour résumer, on a 2 problèmes majeurs écologiques. Un problème qui est le dérèglement du climat et un problème qui est la disparition de la biodiversité. La disparition de la biodiversité, les scientifiques disent qu'on est arrivé là à la 6e extinction de masse des espèces. C'est-à-dire la dernière fois qu'il y a eu autant d'espèces qui ont disparu aussi vite et en aussi grande proportion, c'était à l'époque des dinosaures. Depuis 40 ans, 60% des populations d'animaux vertébrés sur la planète ont disparu. Depuis 30 ans, 80% des insectes volants ont disparu d'Europe. 30% des oiseaux. Des scientifiques disent qu'il y a de très fortes chances qu'en 2050, il y ait plus de plastique que de poissons dans les océans. Parce que la vie marine est en train d'être décimée.
et parce que le changement climatique acidifie les océans, fait mourir les coraux, que les coraux sont une espèce de forêt dans laquelle énormément d'espèces nichent, qui sont au début de la chaîne alimentaire d'un certain nombre d'autres espèces. Et donc, si les espèces qui nichent dans les coraux, qui vivent dans les coraux meurent, ça va avoir une conséquence en cascade sur tout un tas d'autres espèces. Stéphane, qui est là, que vous pouvez venir écouter après-demain, je crois, vous en parlera encore mieux. Parallèlement à ça, le réchauffement continue et va même plus vite que ce qu'on anticipait. Si vous avez suivi un peu la COP21, l'accord de Paris, l'idée c'était de rester en dessous de 1,5 degré de réchauffement d'ici à la fin du siècle. On est déjà à 1,2. Les scientifiques pensent aujourd'hui qu'on va être à 1,5 en 2030, pas en 2100. Et qu'on risque de dépasser les 2 degrés aux alentours de 2040. Les industriels, certains industriels en tout cas, sont encore plus cyniques. Il y a un scénario interne qui a fuité de BP et Shell, donc ils sont deux gros pétroliers. Et eux, leur scénario interne, c'est plus 5 degrés en 2050. L'administration américaine, malgré le scepticisme de Donald Trump sur le changement climatique, c'est ça qui est assez drôle, c'est que lui, il dit non, mais c'est un hoax, c'est un truc inventé par les Chinois. Mais parallèlement à ça, le ministère des Transports américain a fait un rapport qui table sur plus 4 degrés en 2100. Ce qui est loin d'être improbable. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on va dépasser plus de degrés, il y a une étude là qui est parue cet été qui dit qu'on va rentrer dans ce qu'ils appellent des boucles de rétroaction négative. En gros, c'est un mot compliqué pour dire des cercles vicieux. Un des premiers cercles vicieux, ça va être que le permafrost, donc qui est cette couche de terre gelée qu'il y a par exemple en Sibérie ou en Arctique, va fondre et que des quantités considérables de méthane qui sont sous la terre vont être libérées. Le méthane est entre 30 et 86 fois plus réchauffeur que le CO2. Et les quantités de méthane qu'il y a à ces endroits-là est infiniment plus importante que ce qu'on a déjà envoyé dans l'atmosphère. Donc si ça se produit, on ne sait plus dans quel monde on va habiter. C'est-à-dire que là, il n'y a pas vraiment de projection qui permet de comprendre dans quoi ça va nous faire basculer. Mais il y a de très fortes chances que ça nous emmène allègrement vers 3, 4, 5 degrés. Autre cercle vicieux qui risque de se produire, enfin qui se produit déjà mais qui va s'amplifier, ce dont je parlais tout à l'heure, l'acidification des océans. Plus le climat se réchauffe, plus les océans s'acidifient. Plus ils s'acidifient, plus la vie marine meurt. Plus la vie marine meurt, moins les océans sont capables de jouer leur rôle. Et parmi les rôles que jouent les océans, parmi les multiples rôles que jouent les océans, il y a 2 choses qui nous concernent au premier chef, en dehors de la pêche et de la capacité de nourrir une partie des gens qui en sont dépendants. C'est la production d'oxygène. Les océans produisent à peu près 40% de l'oxygène qu'on respire. Et la séquestration de carbone. Les océans, c'est le premier puits de carbone avec les forêts tropicales. Donc plus ça se réchauffe, moins les océans sont capables de stocker du carbone, et donc plus ça se réchauffe. Troisième cercle vicieux, les incendies de forêt, qu'on a vus énormément pendant l'été. Plus le climat se réchauffe, plus des endroits sont soumis à des sécheresses très difficiles. Là, en ce moment, l'incendie hallucinant qu'il y a en Californie, il est la conséquence d'années et d'années de sécheresse. En fait, entre 2014 et 2016, pendant 3 ans, il a à peu près pas plu du tout. Depuis 2016, il s'est remis à pleuvoir un petit peu, mais très peu, pas suffisamment. Donc tout est très sec. Donc dès qu'il y a un problème, là en l'occurrence c'était un problème électrique qui a été amplifié par des vents qui à cette période de l'année sont des vents chauds et qui déferlent vers l'intérieur des terres, ça crée des incendies considérables. Et ces incendies, évidemment, ça fait disparaître des arbres qui eux aussi sont des puits de carbone, donc ils ne peuvent plus jouer leur rôle, mais ça libère aussi des quantités ahurissantes de carbone dans l'atmosphère. 4e cercle vicieux, je ne vous les ferai pas tous, hein, je vous ferai grâce de ça, mais la clim. Plus il fait chaud, plus on va climatiser. Or, on a publié un bouquin qu'il y a peut-être ici à la librairie qui s'appelle Drawdown, qui est un livre qui a été fait par un écologiste américain qui s'appelle Paul Hawken, qui a travaillé avec 80 chercheurs, 70 chercheurs, pour classer les solutions pour renverser le changement climatique de 1 à 80, de la plus impactante à la moins impactante. La solution numéro 1, c'est la gestion des gaz réfrigérants.
J'aurais jamais dit ça, personnellement. Pourquoi ? Parce que les gaz réfrigérants sont entre 1000 et 8000 fois plus réchauffeurs que le CO2. Donc quand on recycle mal tous ces appareils qui nous permettent de climatiser, à la fois ceux qu'on utilise pour les bâtiments, mais aussi les frigos, mais aussi les armoires réfrigérantes dans les supermarchés, ils libèrent ces gaz. Et quand ces gaz se libèrent dans l'atmosphère, ça réchauffe le climat de façon assez délirante. Il y a eu des accords qui ont été passés là, ce qu'on a appelé les accords de Kigali, qui permettent de substituer certains gaz réfrigérants par d'autres qui ont moins d'impact. Et rien que cette mesure-là pourrait avoir un impact de 0,5 degré sur le réchauffement. C'est pour vous dire à quel point c'est énorme. Et donc le cercle vicieux, c'est que plus il fait chaud, plus on met de clim, plus on a de chances que ces gaz se libèrent dans l'atmosphère, et donc plus ça va se réchauffer. Qu'est-ce qui risque de se passer si on atteint ces 3, 4, 5 degrés ? À 4-5 degrés, il y a des pays qui deviennent absolument invivables parce qu'il fait trop chaud. Notamment tous les pays qui sont autour de l'équateur, des bonnes parties du Brésil, des bonnes parties de la Chine, des bonnes parties de la péninsule arabique. Donc les personnes qui habitent sur ces territoires vont ou migrer ou mourir. S'ils migrent, c'est des centaines de millions de personnes qui vont migrer. Là, l'ONU, en ce moment, a une projection, ils changent tout le temps les projections parce que la situation change tout le temps. En ce moment, leur projection, c'est entre 100 millions et 1 milliard de personnes qui vont migrer à cause du changement climatique. Vous voyez déjà les problèmes que ça pose, les quelques migrations qu'on a déjà avec les problématiques de guerre en Syrie, qui d'ailleurs, dont un des facteurs déclenchants a été une sécheresse terrible pendant 2 ans. Ça va être invivable. Ça va créer des problématiques géopolitiques, ça va créer des problèmes de politique intérieure qui vont être très compliqués. Ça va provoquer des problèmes d'approvisionnement en eau. Je vous donne un seul exemple. La Chine, aujourd'hui, c'est 20% de la population mondiale. Ils ont 8% des réserves en eau, et sur ces 8%, 85% est impropre à la consommation à cause de la pollution, notamment liée aux mines et à l'extraction. Donc il va falloir qu'ils aillent chercher de l'eau quelque part. Aujourd'hui, ils vont la chercher au Tibet. C'est pour ça qu'ils ne vont pas faire la paix avec le Tibet tout de suite. Demain, ils vont aller la chercher dans d'autres États. Et donc, il y a de très fortes chances que ça déclenche des conflits armés. Le fait que des États deviennent tellement, des territoires deviennent tellement chauds que les gens ne puissent plus habiter, ça va aussi conduire des populations entières à migrer. Et donc, peut-être que des États, avec leurs armées, vont chercher à conquérir d'autres territoires. Que là aussi, ça va créer des conflits. Tout ça et plein d'autres choses dont je ne vous parle pas. Enfin, si peut-être une dernière chose qui est assez centrale, c'est qu'à chaque fois qu'on va prendre 1 degré de réchauffement, les scientifiques disent qu'on va perdre 10% de rendement agricole. Donc à plus 4 ou plus 5, on a perdu 40 à 50% des rendements agricoles. Donc on ne sait pas comment nourrir tout le monde. D'autant plus que la disparition de la biodiversité, et parmi eux les insectes pollinisateurs, a aussi un impact très fort. On considère que les pollinisateurs ont un impact direct sur 35% de ce qu'on mange. Donc là aussi, émeute de la faim, lutte pour essayer de conquérir des territoires où on peut encore faire de l'agriculture, et certainement des personnes qui meurent parce que famine. Un chercheur de l'université de Potsdam, qui est le rapporteur de l'étude, la grande étude qui a été publiée cet été, dit, lui, il a fait une projection en 2009 où il pense que à plus 5 degrés, il y a seulement 1 milliard de personnes qui peuvent vivre sur cette planète. Pas 6, pas 7, pas 8, pas 9, pas 10. Comme on nous le dit, en considérant que la population va avoir une courbe continuellement ascendante, mais il y a de très fortes chances que ça ne se produise pas comme ça. Donc ce à quoi on a besoin de faire face, c'est un enjeu qui est aussi énorme qu'une guerre mondiale, encore plus. Donc c'est à cette échelle-là qu'on a besoin d'agir. Donc effectivement, on ne peut pas attendre simplement que ce soit la génération de nos enfants qui résolve le problème. Il y a quelque temps, je me souviens, il y a 10 ans, moi, j'entendais ça. Bon, il faut qu'on fasse ça pour nos enfants, c'est nos enfants qui vont tout changer, notamment les personnes de 60 ans et plus qui disaient, bon, bah, nous, c'est fini, maintenant, il faut que nos enfants... Tout ça doit passer par l'éducation, mais non, on n'a plus le temps d'attendre ça. Là, le secrétaire général de l'ONU a dit, au mois de septembre, a fait un discours devant tous les chefs d'État en disant, on a 2 ans pour essayer de changer de cap, enfin pour radicalement changer de cap plutôt. Au-delà de ces 2 ans, on aura complètement perdu le contrôle de la situation. Donc on a besoin d'y mettre toute notre énergie, et on a besoin que tout le monde s'y mette, toute génération confondue. Et on a besoin que cette mobilisation concerne tous les aspects de nos sociétés,
à la fois les entreprises, que des gens innovent pour produire de l'énergie, pour produire de la nourriture, à la fois dans la dimension politique, on a besoin de totalement transformer notre façon de gérer nos démocraties, parce qu'aujourd'hui, nos démocraties sont complètement paralysées pour faire face à ces enjeux-là. On a aussi besoin de gagner une bataille culturelle, parce qu'aujourd'hui, on vit toujours dans un récit, dans une vision du monde qui est héritée de cette notion de progrès, de croissance infinie, de matérialisme, qui n'est plus du tout adaptée à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc c'est ça qui fait toute la complexité de ce qu'on est en train de vivre. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas simplement trouver des réponses simples en disant « Bon, bah, écoutez les gars, c'est simple, on arrête les énergies fossiles, on met des énergies renouvelables, on fait un peu d'agriculture biologique, on fait du vélo, on trie nos poubelles, et puis ça va aller. » On n'en est plus là, en fait. On en est à un endroit où c'est une révolution copernicienne. C'est tous les fondements de notre société qui ont besoin de se transformer. C'était une très longue réponse. La risposta conteneva una premessa doverosa, perché il quadro che ha ricostruito Cyril è un quadro di realtà. C'è una strana reticenza da parte dei contemporanei a non prendere atto dei dati oggettivi, certificati peraltro da importanti organismi internazionali, che dimostrano come questo cambiamento sia divenuto urgente. Fino a qualche anno fa, in effetti, noi avremmo potuto immaginare questa evoluzione come dire, dei modelli di convivenza come qualcosa di differibile nel tempo, di auspicabile. L'ambientalismo ha predicato nel deserto per almeno 40 anni, perché i concetti che sono oggi accertati li espresse nel 1972 il Club di Roma. La situazione di fronte alla quale ci troviamo dichiara un'urgenza che prevede un cambio di marcia a tutti i livelli, quindi oltre che un patto fra le generazioni c'è bisogno di un patto fra le parti sociali, c'è bisogno che si attivino le persone nelle proprie scelte quotidiane, ma senza un intervento davvero concreto di svolta da parte dei governi, questa scommessa c'è il rischio che la si perda e la posta in gioco è davvero troppo elevata per la nostra specie. Ti va, Cyril, di commentare a questo punto un fatto di attualità che riguarda il vostro paese e di cui abbiamo letto ampiamente anche in Italia durante le ultime settimane, vale a dire questa scesa in piazza, questa rivolta dei cosiddetti gilet gialli, è vero? Sì. Che, come dire, desta qualche preoccupazione almeno in me, perché è una manifestazione, come dire, una protesta che scaturisce dal fatto che è stato aumentato di qualche centesimo il costo dei carburanti fossili. Ma allora la società contemporanea, le maggioranze, ecco, quando si tratta di operare scelte che impongono, come dire, qualche cambiamento nella propria maniera di approvvigionarsi dell'energia, le maggioranze rischiano di rappresentare un ulteriore ostacolo rispetto a questa prospettiva. Ce qui est intéressant avec ce truc cet événement des Gilets jaunes, c'est qu'il y a eu une étude qui a été publiée en 2015 par un des laboratoires de la NASA qui essayait d'expliquer pourquoi les civilisations s'effondrent et qui a regardé un certain nombre d'exemples, dont l'Empire romain d'ailleurs, et qui a essayé d'isoler les causes de l'effondrement de différentes civilisations. Et en fait, ils identifient deux causes principales qui, si elles se conjuguent, provoquent ça. Et ces deux causes, c'est le fait qu'on épuise les ressources naturelles plus vite qu'elles ne sont capables de se reconstituer. Donc ça, c'est tout ce dont on parlait avant. Et la deuxième cause, c'est que les inégalités deviennent trop fortes, trop criantes, trop énormes, qu'il y a quelques personnes qui accumulent toute la richesse et qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent dans une situation très difficile. Et ce phénomène des gilets jaunes qui est parti de l'essence, alors évidemment, on avait le sentiment que ça crée, enfin on a le sentiment, et moi-même je l'ai eu, que ça crée une espèce de distorsion. On se dit,
comment on peut faire, parce qu'à un moment, on a besoin d'arrêter d'utiliser du pétrole, et puis en fait, le truc pour lequel les gens se bougent, c'est que l'essence coûte moins cher. Donc on n'est pas sorti des ronces. On n'a pas le cul sorti des ronces, comme on dit. Pourtant, il y a une forme d'endroit où tout ça se rejoint. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le discours des Gilets jaunes a déjà évolué. Je ne sais pas si vous avez suivi dans les derniers dénouements là, de l'actualité, ils ont ils ont désigné des représentants pour aller parler au gouvernement. Et ils ont fait une sorte de sondage dans le mouvement et ils ont 2 revendications. La première, c'est que l'ensemble des taxes qui pèsent sur la population baissent, et pas simplement l'essence. Et la deuxième, c'est de pouvoir créer une assemblée citoyenne qui puisse avoir un rôle fort dans la transition énergétique et écologique. Et qu'on puisse associer cette assemblée citoyenne et la population pour prendre des décisions sur ce sujet-là. Donc on voit bien qu'en fait, la question est mal posée. C'est-à-dire qu'évidemment, parce qu'il y a eu un sondage dans le journal du dimanche en France, le dimanche après la première manifestation, et qui disait 62% des personnes interrogées disent que le pouvoir d'achat, c'est plus important que la transition énergétique. Mais en même temps, si vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu préfères manger ou qu'on fasse la transition énergétique, dans 90% des cas, il va dire manger, ce qui est assez logique. En revanche, si vous dites aux gens, est-ce que vous êtes prêts à vous mobiliser pour trouver des solutions à l'échelle du pays qui permettent à chacun de s'en sortir au quotidien parce que la vie devient trop chère et que quelqu'un qui gagne 1 300 €, s'il a 300 € d'essence par mois, il ne tient pas. Et en même temps, de trouver des solutions pour qu'on aille vers une société plus écologique et que vos enfants puissent continuer à vivre dans ce monde-là dans les décennies qui viennent. Évidemment, la majeure partie des gens sont d'accord. Mais ce phénomène d'inégalité est intéressant aussi parce qu'il peut donner du carburant à la transformation de la société. Il y a quelque temps, je donnais une interview et je faisais une espèce d'allégorie avec la Révolution française. Au moment de la Révolution française, la population ne s'est pas soulevée parce qu'ils réclamaient les droits de l'homme. Ils n'étaient pas tous à dire « les droits de l'homme, les droits de l'homme ». Non, ils se sont soulevés parce que le prix du pain s'était envolé, parce qu'il y avait des famines, parce que justement ils avaient le sentiment qu'il y avait une distorsion énorme entre une toute petite catégorie de la population qui continuait à manger à sa faim et dans une certaine opulence, et que pendant ce temps-là, une grande partie de la population n'arrivait même pas à se nourrir. Et cette énergie-là a donné de l'élan et a provoqué une révolte qui a été l'occasion de faire advenir, de porter au pouvoir des idées qui étaient mûres déjà depuis une quinzaine d'années et qui changeaient le récit de la société. Le récit qui était au départ un récit monarchique, avec un roi de droit divin qui donc avait tout pouvoir sur ces sujets. Et depuis presque 2 décennies, en gros, les Lumières commençaient à dire « mais non, les hommes devraient vivre égaux, devraient avoir les mêmes droits, devraient avoir la possibilité de participer à l'orientation du pays ». Ces idées commençaient à se répandre un peu, pas partout, mais à quelques endroits. Et les circonstances historiques qui ont créé cette révolte ont permis ensuite d'inscrire dans une structure politique, sociale, ces idées nouvelles. Et d'une certaine manière, c'est peut-être ça qui va se produire. Peut-être que les inégalités, peut-être que la situation de plus en plus intenable d'une partie de la population va permettre de créer un climat un peu insurrectionnel. Mais ce climat insurrectionnel a besoin de trouver un débouché, entre guillemets, dans une nouvelle vision de la société. Et on va certainement être confronté à un carrefour. Parce que les populistes, les gens d'extrême droite sont déjà en train d'essayer de récupérer ces mouvements et l'ont déjà fait à certains endroits. On a vu Trump aux États-Unis, on a vu les dernières élections au Brésil.
Donc, si nous, écologistes, et si nous, démocrates, on n'est pas capable de projeter une autre vision du monde, une autre organisation démocratique, un autre récit, le récit intégriste, populiste, autoritaire, a de très fortes chances de s'imposer. Donc c'est là où, pour moi, on a une responsabilité énorme, aujourd'hui, à investir le champ politique, à diffuser nos idées, un peu comme ça a pu se faire au temps des Lumières en France, de façon à ce qu'on comprenne qu'aujourd'hui, le fondement d'un nouveau récit, c'est sûrement le fait que nous faisons intégralement partie de la nature. Et que si on continue à détruire la nature, on va se détruire nous-mêmes, on va disparaître. Que notre survie et notre bien-être, notre prospérité, entre guillemets, dépend d'une forme d'équilibre. Des équilibres naturels, mais aussi d'équilibres sociaux. Et que dans une société où il y a 8 personnes qui possèdent autant que 3,5 milliards d'autres, ces équilibres sont rompus. Et que si on n'est pas capable de répartir les richesses de façon plus équitable, plus harmonieuse, là aussi, on fait le lit des extrémismes, on fait le lit des révoltes, on fait le lit de la violence, et on construit des lendemains difficiles. Il tuo film prende spunto dalla lettura di un saggio uscito su Nature qualche anno fa, nel quale si esponevano alcune delle cifre che hai condiviso prima qui con il pubblico sulla crisi ambientale che abbiamo di fronte. C'è stata come una reazione emotiva da parte tua, peraltro questa pellicola ne hai condiviso la creazione con Mélanie Laurent, che è un'attrice francese, anche lei impegnata in campo ambientale, e avete abbracciato questa missione di partecipare al cambiamento attraverso una creazione cinematografica. Ecco, qualche anno fa, ma ormai ne sono passati più di 10, sono 13 gli anni che ci separano dall'uragano Katrina, che imperversò nel Golfo del Messico e poi colpì l'area di New Orleans negli Stati Uniti. Quello shock determinò che il cambiamento climatico e il tema dei fenomeni meteorologici estremi finisse finalmente sulla prima pagina del New York Times, sui grandi media degli Stati Uniti e di conseguenza in quelli di tutto il mondo. Voglio chiedere, Cyril, c'è bisogno di provare una grande paura verso il futuro per sentire il bisogno di cambiare? In fondo la società americana adesso sembra essersene dimenticata durante la gestione Trump, però scoprì e certificò le problematiche legate al clima attraverso quel grande shock nazionale. Nel piccolo e nel grande, a livello individuale e sociale, c'è bisogno di provare degli shock per sentire l'impulso del cambiamento. En fait, dans le livre, je me pose beaucoup cette question, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui fait qu'on ne réagit pas vraiment à ces nouvelles catastrophes. Parce que là, je vous ai raconté l'apocalypse un peu au début, et d'une certaine manière, il y a de très fortes chances que ça ne change rien à la façon dont vous allez vivre demain ou la semaine prochaine, ou à peu près. Pourquoi ? D'une part parce que le problème est tellement énorme qu'on ne voit pas très bien comment, soit à son échelle, on peut y faire quelque chose. Et deuxièmement, parce que c'est trop violent émotionnellement, justement. Il y a eu une interview là, dans le journal Le Monde la semaine dernière d'un philosophe australien qui s'appelle Clive Hamilton et qui dit, d'une certaine manière, nous sommes tous climato-sceptiques. Parce que la violence de l'émotion que suscite le changement climatique, la disparition de la biodiversité et de tout ce que ça implique est telle que c'est invivable. C'est impossible d'être face à ça toute la journée. Moi-même, j'ai des moments de dépression intense. Non mais c'est vrai. Comment vivre face à ça, quoi ? Donc en fait, on déclenche un mécanisme qui est très utile, qui est un mécanisme de survie, qui s'appelle le déni,
qui est le même mécanisme que des enfants déclenchent quand ils vivent des choses ultra traumatisantes dans leur enfance. Ils sont obligés d'oublier. Et parfois, des enfants en thérapie, par exemple, se souviennent d'un truc qui leur est arrivé très grave 15 ans plus tard, parce qu'il a fallu survivre, il a fallu le mettre de côté. Et donc, en fait, on a cette tendance-là. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué, parce que je cite beaucoup un auteur qui s'appelle George Marshall, qui a écrit un livre qui s'appelle Don't Even Think About It, qui est le titre anglais, et en français, on l'a traduit par le syndrome de l'autruche. Pourquoi nos cerveaux sont câblés pour ignorer le changement climatique. Et il explore justement tous ces phénomènes des neurosciences, etc. Et il dit que ce qui est complexe, c'est que si on parle simplement de ces sujets-là de façon très intellectuelle, ça reste abstrait, ça reste une idée, et comme ça fait un peu peur, de toute façon, voilà, ça nous arrange de ne pas rentrer dans quelque chose de plus concret. Donc tant que ça reste une idée, ça ne nous fait pas bouger. Parce que le changement climatique, c'est un truc, ouais, bon, j'en ai entendu parler à la télé, on en parle dans les bouquins, mais comme on ne le vit pas dans notre vie de tous les jours, on se met pas vraiment en mouvement. Il n'y a pas de raison, quoi. À côté de ça, si on a une réponse qui est seulement émotionnelle, comme justement l'ouragan Katrina, c'est tellement traumatique qu'on va avoir tendance à le mettre de côté. Et il y a des études qui montrent que, notamment aux États-Unis, puisque George Marshall a essayé de regarder, mais c'est qui les climato-sceptiques aux États-Unis? Donc effectivement, il y a les gens comme Trump et tout ça, mais dans les climato-sceptiques, il y a aussi des gens qui ont vécu des catastrophes genre Katrina, parce que c'était tellement dur, tellement violent. Il leur a fallu tellement de résilience, d'énergie pour arriver à surmonter la catastrophe, que dans leur tête, il faut qu'ils se disent « c'était juste une catastrophe, et on s'en est sorti, et c'est bon ». Si ils se disent « non mais ça c'est en fait à cause du changement climatique, et donc c'est un truc qui est amené à se reproduire tout le temps », c'est trop violent, c'est pas possible. C'est trop, quoi. Donc, hop, on le met de côté. Et donc, ce qu'il explique, c'est qu'on a vraiment besoin de marcher sur nos deux jambes. Qu'à chaque fois qu'une information rentre dans notre cerveau, en fait, l'hémisphère, enfin, la partie de notre cerveau qui est plutôt émotionnelle et la partie plutôt rationnelle font une sorte de ping-pong. C'est-à-dire qu'on a une émotion et on se dit « oh, 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 oh ». Et on a besoin de confirmer d'un point de vue rationnel que l'émotion qu'on a ressentie est fondée sur quelque chose. Donc là, on a besoin d'aller... c'est ce qui s'est passé avec moi quand j'ai lu cette fameuse étude au début de Demain. Ça m'a foutu une trouille pas possible et je me suis dit... Ma première réaction, c'était de me dire « c'est pas possible. C'est n'importe quoi, en fait. » Enfin, si c'était vrai qu'on va vers une espèce d'effondrement où une partie de l'humanité pourrait disparaître à la fin du siècle, tout le monde en parlerait. Je veux dire, ce serait dans tous les journaux, donc... à mon avis, c'est une connerie complotiste. Bon. Et donc, j'ai commencé à chercher. Et puis, je me suis rendu compte que non. Donc là, j'ai fait en sorte que mon cerveau rationnel valide le truc. Mais de l'autre côté, si vous avez simplement une information intellectuelle, vous avez besoin que l'émotion vienne vous mettre en mouvement. Parce que l'émotion, étymologiquement, c'est ça, c'est ce qui nous meut. C'est ce qui nous fait bouger. C'est ça qui fait, par exemple, qu'on a autant de mal à avoir des gens qui se mobilisent pour le changement climatique. Je donne un chiffre dans le livre, enfin plusieurs chiffres, où je dis, quand on a fait la marche pour le climat juste avant la COP21, donc qui était vraiment un sommet identifié dans le monde entier comme étant super important, un peu le sommet de la dernière chance, qui concernait tout le monde, il y a eu 2300 marches dans 170 pays. Et elles ont réuni en tout, sur toute la planète, 700 000 personnes. Quand on a gagné la Coupe du Monde en France, il y avait 1,5 million de personnes seulement sur les Champs-Élysées. Pas dans le monde entier. Quand il y a eu les attentats en France contre Charlie Hebdo, il y avait 4 millions de personnes qui ont défilé dans toute la France. Donc ce qui nous mène en général dans ce type de mobilisation, c'est une émotion, qu'elle soit euphorique ou tragique. Mais ça ne suffit pas. Parce que si on a des foules qui sont simplement dirigées par l'émotion, ça peut avoir des conséquences assez terribles. Et on l'a vu plein de fois dans l'histoire, dans de nombreuses révolutions. Donc là aussi, on a besoin de marcher sur une deuxième jambe qui est
Ok, on a très très peur, il y a un problème, éventuellement ça nous met dans la rue ou ça nous mobilise. Maintenant, quelle peut être la réponse à ce problème? Et c'est pour ça que moi, mon travail consiste beaucoup à essayer de construire des réponses compassionnelles. C'est ce que dit Rob Hopkins, un de ceux qui est dans Demain, le fondateur du mouvement de la transition, c'est-à-dire des réponses qui sont démocratiques, non violentes, constructives, pour qu'au moment où on a super la trouille, on ait des directions dans lesquelles on peut... des directions qu'on peut emprunter, qu'on ait des communautés dans lesquelles on peut s'intégrer, qui sont déjà en train de vivre d'une certaine façon, qui nous permettrait d'encaisser ces chocs. Parce que si ce n'est pas le cas, ben, il risque de se produire ce que Naomi Klein explique dans son très bon livre qui s'appelle « La stratégie du choc », c'est que des responsables politiques ou des patrons de grandes multinationales utilisent ces chocs pour faire passer des lois qui limitent les libertés individuelles, pour faire des opérations financières qui font gagner plein d'argent à tout le monde. Justement, l'ouragan Katrina est encore un exemple de ça que Naomi Klein raconte dans son bouquin. Elle raconte comment des grandes entreprises qui font de l'immobilier ont racheté des endroits qui avaient été complètement rasés par l'ouragan à vil prix et y ont construit des immeubles ultra chers parce que les gens qui habitaient là étaient des gens pauvres, qui avaient à peine des titres de propriété. Et donc, hop, ils ont récupéré ça, ils ont construit des trucs de standing pour les vendre très cher à des gens et ils en ont profité pour dégager la population pauvre et pour gagner beaucoup de fric sur leur dos. C'est ça qui risque de se produire. C'est Vandana Shiva, qui est une activiste indienne, qui dit quand il y a des catastrophes, les gens prennent pas conscience du jour au lendemain. Ils se mettent pas à devenir genre super cultivés sur la question de l'écologie en 3 jours. Ils paniquent. Et quand ils paniquent, ils font pas forcément des choses intelligentes. Donc, on a un vrai rôle là aussi d'amortisseur et de proposer des voies. Et donc, ce qu'on a fait dans Demain, c'est de proposer des voies dans plein de domaines. Et ce qu'on cherche à faire avec Colibri, c'est d'essayer de créer des communautés, de susciter de l'action un peu partout, de faire en sorte que dans les villes, les gens commencent à s'organiser par quartier, par communauté, qu'ils fassent en sorte d'aider des paysans à produire de la nourriture près de chez eux, qui produisent de l'électricité renouvelable là où ils habitent, dans des réseaux qui ne sont pas forcément centralisés et qui appartiennent pas forcément à des grandes multinationales, qu'on ait de l'économie locale ancrée, c'est-à-dire qu'on puisse répondre aux besoins de la population grâce à des entreprises locales et indépendantes en grande partie, parce que sinon, encore une fois, on est dans les mains de quelques grandes entreprises qui peuvent décider pour nous, qui peuvent décider de délocaliser, mais qui peuvent aussi décider comment les paysans qui leur fournissent la nourriture doivent travailler. Par exemple, en France, 85% de la nourriture passe par 4 centrales d'achat qui sont les regroupements des plus grands supermarchés, Carrefour, Leclerc, Casino, Auchan. Donc ça leur donne un pouvoir démesuré sur l'agriculture, sur les circuits de distribution. Donc si un jour, il y a des problèmes d'approvisionnement, par exemple, parce qu'on ne peut plus se servir du pétrole et qu'on ne peut plus avoir les camions qui arrivent dans les villes, on sera mal organisé parce qu'on sera dépendant de très grands systèmes centralisés et fragiles. Donc on a besoin de construire des systèmes plus autonomes. De la même façon pour l'argent, on a besoin d'être capable d'avoir des moyens d'échange qui passent pas que par quelques grandes banques, mais qui permettent à des communautés, encore une fois, s'il y a des chocs, de ne pas être emportés avec le torrent par une crise qui a commencé par des emprunts toxiques aux États-Unis. Et le boulanger du coin, il n'a rien à voir avec ça. Donc il n'y a aucune raison qu'ils mettent la clé sous la porte pour cette raison. Donc finalement, c'est recréer ce qui existe dans la nature, c'est-à-dire de la diversité, des systèmes qui sont plus autonomes, mais qui sont tous interdépendants, qui sont reliés les uns aux autres. C'est des millions d'économies locales interconnectées. C'est vers ça, à mon avis, en tout cas, c'est un des chemins qu'on a besoin d'emprunter. Nella tua formazione, Cyril, ci sono anche degli studi sulla riflessologia plantare. Questo mi fa pensare che c'è una, come dire, ricerca sulla dimensione olistica, sulla medicina olistica, che credo viaggi di pari passo con la tua attività di poeta. Mi piace sottolineare questo perché credo che ci sia una sorta di filiera corta fra la crescita interiore delle persone e la propria capacità di impegnarsi nella società per il bene comune, no? C'è questo bifrontismo di Dion che
credo sia importante che si metta in luce appunto la capacità di lavorare sul sé attraverso la scrittura poetica. Peraltro la raccolta si intitola, se traduco bene, Poggiato su un filo, qualcosa del genere, credo sia, seduto sul filo, no? Mi incuriosisce molto questo titolo, però volevo fare una piccola verifica nell'ottica, come dire, di un ipotetico dialogo italo-francese in absentia. Volevo chiedere a Dion se ha presente il lavoro e il pensiero di Alex Langer. Dialogava soprattutto con l'area tedesca, è stato un ambientalista altoatesino, mancato nel 93, che raccontava, fra le altre cose, l'idea di un'ecologia desiderabile. Lui spiegava che il cambiamento sarebbe potuto avvenire rendendo auspicabile e desiderabile il domani della sostenibilità. Mi sembra un'alternativa, è vero, alla strategia che passa attraverso la narrazione dell'Apocalisse. E mi sembra che in qualche modo il film cui abbiamo assistito questa mattina ci aiuti a leggere con una chiave di speranza il domani, quasi a farci sentire in diritto che le cose cambino nella direzione in cui hai raccontato. Ecco, posso chiederti se te la senti di fare tua quest'idea del futuro desiderabile come chiave per seminare il cambiamento? Oui, bien sûr. Enfin, moi, c'est un peu la base de mon travail depuis 2012. Je dirigeais une ONG à l'époque et donc on passait énormément de temps à culpabiliser les gens, quoi. En gros, à leur dire, voilà, bon, les gars, ça va pas du tout. Maintenant, il faut arrêter de manger de la viande, il faut arrêter de prendre l'avion, il faut arrêter de prendre la voiture, il faut arrêter de prendre des bains, il faut arrêter d'allumer la lumière, il faut arrêter d'acheter des trucs, il faut arrêter de consommer. Et je me rendais compte que cette stratégie était relativement inefficace. C'est-à-dire que ça crée un truc genre « Oh non, un écolo. Oh non, 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 arrête avec tes trucs, là, ça me saoule. Oh, non, non, non. » Les gens se bouchaient plutôt les oreilles qu'autre chose. Et donc après, je me suis dit « Mais c'est dingue parce qu'on essaye de les emmener avec nous, mais à aucun moment on essaye de pointer une direction, de dire c'est un peu bah, viens avec moi. Bah, où ça bah, je sais pas, mais un endroit où on mange pas de viande, où on prend pas l'avion et où on prend pas de douche, pas de bain. Ah bon, c'est super, ouais, ça me fait hyper envie ton truc. » Et à aucun moment, on essayait de dessiner un paysage de ce que pourrait être l'avenir si, justement, on vivait différemment. Et ça m'a amené, effectivement, à cause de formations différentes que j'ai. Effectivement, j'ai une formation en médecine naturelle, j'ai une formation d'acteur. Moi, au départ, j'étais acteur. J'ai fait une école d'art dramatique pendant 3 ans. J'ai été comédien pendant 2 ans. J'ai toujours écrit. J'écris de la poésie depuis que j'ai 17 ans. J'ai écrit un roman. Donc, je m'intéresse beaucoup à la création, enfin au fait que pour moi, nous les êtres humains, on est d'abord et avant tout une espèce créative. On a besoin de créer tout le temps. Et on est aussi une espèce, comme le dit Nancy Houston dans son essai du même titre, on est une espèce fabulatrice. On est une espèce qui passe son temps à raconter des histoires. À raconter des histoires dans le sens à donner du sens à la réalité. À prendre un certain nombre de faits, des stimulus qui nous arrivent, des événements, et à les ordonner d'une certaine façon, à leur donner une certaine lumière, de proposer un point de vue, et donc de raconter des histoires. Et on passe notre temps à raconter des histoires quand on se présente à quelqu'un. Là, tout à l'heure, il m'a présenté, il a raconté une histoire sur moi. Il y a ma femme Fanny qui est là. Je suis sûr que si elle vous racontait une histoire sur moi, elle pourrait être très différente. Elle prendrait d'autres éléments de ma vie, qui pourraient être moins glorieux parce qu'elle me connaît mieux dans l'intimité, dans des circonstances moins valorisantes. Et je pourrais avoir l'air d'être une personne totalement différente, absolument différente. J'aurais rien à voir. Quand on dit qu'on raconte l'histoire de France ou l'histoire d'Italie, on prend un certain nombre de faits, là aussi, qu'on a sélectionnés et qui racontent l'histoire d'une certaine façon. Il y a une exposition qui a eu lieu à la Villette en France, à Paris, il y a quelque temps, sur le Moyen-Âge, et qui finalement remettait complètement en question cette idée qu'on avait du Moyen-Âge,
qui était une sorte de période du néant où il ne se passait rien, où il n'y avait aucune innovation, ni sociale, ni politique. Et pas du tout. C'est le moment où on a construit les cathédrales. Il y a eu des moments en fait, justement d'équilibre et de répartition des richesses vachement intéressants dans un certain nombre de campagnes françaises. Là aussi, il y a des modes d'organisation sociaux qui étaient très innovants et qui ont donné des choses ensuite à la Renaissance parce que tout ça couvait. Mais simplement, on ne se racontait pas cette histoire. L'ensemble de nos organisations sociales, politiques, religieuses sont fondées sur des histoires. Nos religions sont fondées sur des mythes. Nos systèmes politiques sont fondés sur des mythes. On parlait de la monarchie tout à l'heure, mais on pourrait parler du communisme, on pourrait parler du fascisme, on pourrait parler du libéralisme. Et quand finalement une histoire finit par s'imposer, elle s'impose pour plusieurs raisons. Elle s'impose parce que parfois elle est imposée par des circonstances historiques. Par exemple, le christianisme s'est imposé notamment parce que l'Empire romain l'a adopté comme religion. Et donc ensuite, il y a eu persécution des gens qui n'étaient pas chrétiens, etc. Mais les histoires peuvent aussi s'imposer par le désir, justement, qu'elles suscitent. Et l'histoire qui a remporté la bataille des histoires, la bataille des récits, dernièrement, qui est le capitalisme techno-libéral, je ne sais pas comment il faut l'appeler, il y a plein de façons de le définir, c'est beaucoup imposé de cette façon-là, par le sentiment que si on vivait une vie où on gagnait le plus d'argent possible, où on avait le plus de confort possible, où la technologie se développait, ça allait nous rendre heureux. On allait arriver à une sorte d'aboutissement de la civilisation. C'est ce que nous vendent les pubs toute la journée. Quand vous regardez une pub de bagnole, on ne vous met pas une bagnole qui crache de la fumée noire devant une librairie avec des enfants qui toussent derrière, des gens qui ont des masques. On vous met pas ça. On vous met un type qui est en train de conduire une super voiture sur une très belle route, dans les montagnes ou le long de l'océan, avec une très belle femme à côté de lui, des enfants derrière, très sages, qui ne crient pas, qui ne font pas de miettes sur la banquette arrière. Et si vous êtes déjà monté en voiture avec votre famille, vous savez que cette histoire ne tient pas debout, que ça n'existe pas. Pourtant, cette histoire vous fait croire, d'une certaine manière, que si vous achetez cette voiture, vous allez avoir un peu de tout ça. Un peu de la liberté dans ces très beaux paysages, un peu du statut social, un peu du bonheur qu'il y a à être là avec votre famille dans cet habitacle technologique qui vous permettra de faire des choses extraordinaires. Donc si on veut lutter contre ce récit-là, si on veut, comme je le disais tout à l'heure, proposer un autre récit qui puisse avoir la force de renverser cette espèce de dogmatisme de la croissance et de rouleau compresseur du consumérisme, moi je crois qu'on a besoin de construire un récit qui est profondément désirable, qui donne envie. Et c'était ça l'idée de demain, c'était de se dire, en sortant du film, ah ouais, moi j'ai vraiment envie de vivre dans un monde qui ressemblerait un peu à ça. Pourquoi ? Pas parce que je pourrais plus prendre l'avion et que je pourrais plus prendre de bain et que je pourrais plus manger de la viande. Parce que les gens que je vois là, ils ont l'air de donner du sens à leur vie. Ils ont l'air d'avoir une vie qui est intense, qui leur donne envie de se lever le matin. Ils ont l'air de faire des choses qui sont utiles et en même temps qui les épanouissent. Et c'est là, pour moi, qu'est le point faible, justement, du récit capitaliste. C'est qu'il est en train de se craqueler. Il y a eu un article là, dans Le Monde avec une sorte de sondage il y a 3 semaines ou 1 mois qui disait qu'il y avait de plus en plus d'étudiants qui refusaient d'aller bosser dans des multinationales parce que ça n'avait aucun sens pour eux. Et parce que simplement avoir une voiture de fonction et un gros salaire, ça ne donnait pas de sens à leur vie. Il y a de plus en plus de personnes là, justement, et ça nous ramène aux gilets jaunes, qui disent mais me crever au boulot 40 heures par semaine ou plus pour 1 200 € et même pas pouvoir faire le plein de ma voiture et même pas pouvoir acheter ce que je veux, c'est-à-dire accéder à la promesse de cette société de consommation, ça va plus, quoi. On m'a menti, là, on m'a menti sur la marchandise. Parce que dans le fond, dans le livre, j'ai commencé à essayer de regarder combien de personnes font vraiment un métier, justement, qui leur plaît, qui les épanouit, qui leur donne envie de se lever le matin.
et je suis sûr que ces études ne sont pas la vérité absolue, mais en tout cas, ça donne une indication. Les études qui ont été faites montrent que ça serait de l'ordre de 80% des gens qui ne font pas le métier qu'ils auraient fait s'ils n'avaient pas de problème d'argent, s'ils n'étaient pas obligés de faire un travail pour vivre. 80%. Donc après, on a un spectre entre des gens où c'est vraiment aller au chagrin, c'est-à-dire c'est bosser à l'usine et c'est l'horreur et c'est difficile, ou être cantonné sur les routes ou être éboueur ou je ne sais quoi. Et puis après, il y a des gens qui ont rationalisé ça un peu, c'est-à-dire qui aiment bien leur travail, genre ça va, quoi. C'est les gens qu'on retrouve à la machine à café le lundi et à qui on demande comment ça va et qui disent comme un lundi. Parce que on attend quand même ces moments de respiration, ces moments du week-end, ces moments des vacances, ces moments du soir où on n'est pas obligé d'aller bosser. Mais ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que l'essentiel de notre énergie, l'essentiel de notre matière grise, de notre créativité, est consacré à ça. Est consacré à faire tourner la machine capitaliste, productiviste et nous cantonne dans ce rôle de producteur-consommateur. Alors qu'on aurait besoin, aujourd'hui, de libérer la créativité d'un maximum de gens, justement pour trouver toutes les solutions aux problèmes qu'on a. Mais on ne peut pas parce qu'on est coincé. Et donc on est dans la situation paradoxale de se dire, bon, les gars, il y a une partie de l'humanité qui pourrait disparaître, il faut qu'on fasse quelque chose. Ah bah oui, mais moi j'ai pas le temps parce que faut que j'aille au boulot. Ah bah après le boulot, alors, après le boulot. Ah bah après le boulot, moi j'en peux plus, mon pauvre vieux, là. J'ai devoir des enfants, j'ai la lessive, j'ai le ménage, et puis après je suis crevé, quoi. J'ai qu'une envie, si tu veux, c'est de me coller devant Netflix ou Candy Crush ou Instagram, et puis après je tombe, quoi. Et donc tout le temps qui nous reste, c'est ça aussi que je développe dans le livre, on le consacre de plus en plus à des écrans. Un Français en moyenne passe 8 heures par jour devant des écrans. 4 heures devant la télé et 4 heures Snapchat, Instagram, Facebook, Netflix et tutti quanti. Donc quel temps ça nous laisse pour ensuite essayer de faire la révolution dont je parle ? Très peu. Sans compter que, d'une certaine façon, on se tire une balle dans le pied. Quand on a fait Demain, on a été interviewé un certain nombre de gens, et notamment donc en Angleterre, on a rencontré ce fameux Rob Hopkins qui a créé le mouvement de la transition, et un autre gars qui s'appelle Ben. Et Ben, donc lui, il répare les vélos le dimanche sur le marché. Et il me disait, à un moment, il a fallu que je me rende compte que je faisais vraiment partie du problème avant d'accepter que je pouvais faire partie de la solution. Je dis, mais tu faisais quoi comme métier ? Il me disait, mais je faisais un métier que j'aimais bien. En plus, j'étais ingénieur informatique et je créais des logiciels pour les multinationales. Simplement, à un moment, je me suis rendu compte que les logiciels que je leur créais, ils aidaient ces grandes entreprises à faire plus de croissance, donc à détruire les écosystèmes plus vite. Et donc, toute la journée, je passais mon temps à faire ça. Et le soir ou le week-end, j'allais dire, ouais, il faut qu'on fasse la transition, il faut qu'on fasse descendre les émissions de gaz à effet de serre, faut qu'on roule en vélo, donc je réparais les vélos, donc c'est un truc de pompier pyromane, c'est je mets le feu la journée et j'essaye de l'éteindre le soir. Donc je fais toujours une blague par rapport à ça, où je dis c'est un peu comme si vous disiez je travaille chez Monsanto, mais j'y vais en vélo. Ben oui, mais ça va pas suffire, hein, le vélo pour aller à Monsanto. Le problème, c'est quand même toujours Monsanto. C'est quand même qu'on est toujours des esclaves de cette société qui utilise notre énergie, notre cerveau, notre créativité pour faire marcher la croissance. Donc, pour moi, la rupture peut se situer à cet endroit-là, parce que des personnes qui peuvent prendre conscience de ça et qui peuvent se dire « Eh ben merde, moi voilà, l'esclavage moderne, ça suffit ». C'est Colline Serrault, la réalisatrice, qui dit le salariat, c'est 5 jours de prostitution et 2 jours de réanimation. Ben, y en a qui peuvent se dire « C'est bon, quoi, maintenant. Moi, j'ai envie de donner un sens à ma vie. Je gagnerai moins de fric, eh ben c'est pas grave. » Nous, on a des copains, par exemple, qui sont devenus agriculteurs dans la Manche. Ils ont 6 vaches, font du lait et du fromage. Et lui, il était géologue sur des plateformes pétrolières. Ben, il gagnait beaucoup, beaucoup d'argent à ce moment-là. Simplement, ça n'avait pas de sens pour lui. À la fin de la journée, ce qu'il avait créé, ben, ça lui allait pas. C'est pareil, j'ai un autre ami dont je raconte souvent l'histoire, qui était à l'école avec moi, qui est très catholique, qui a fait des grandes études d'ingénieur, et puis quand il est devenu ingénieur, il s'est mis à travailler pour une
une entreprise qui s'appelle Safran, qui est la branche militaire d'une grande entreprise française qui s'appelle Sagem. Et à l'époque, son job, c'était construire des tours qui calculent la trajectoire des missiles pour être sûr que le missile tombe exactement au bon endroit. Et il faisait ça pour les Israéliens. Et moi, à la même période, j'organisais des congrès israélo-palestiniens pour essayer de faire la paix entre eux. Ça a d'ailleurs très bien marché. Et quand on se voyait, la blague, c'était, il me disait, mais ça va, ça marche bien la paix, parce que nous, la guerre, ça marche du tonnerre. Et une fois, il m'appelle et il me dit, dis donc, vous prenez des bénévoles dans ton assos? Et je lui dis, pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi cette question subite? Et il me dit, hier soir, j'étais en train de lire un bouquin à Quentin, c'est son fils, et c'était l'histoire de Noé. Et à la fin du livre, la dernière phrase, c'était « Et toi, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour rendre le monde plus beau ?» Et donc, quand il a repensé à son histoire de tour de missile pour les Israéliens, il a eu comme un petit moment de solitude. Donc, il s'est dit « Je vais appeler mon bon copain Cyril qui essaie de faire la paix, là, un truc vachement bien, là, qui rend le monde plus beau, et je vais voir si je peux pas aller faire du bénévolat. » Et je dis « Mais ton problème, c'est pas ça. Ton problème, c'est que ce que tu fais toute la journée, ça ne marche pas avec tes valeurs, avec qui tu es, avec le monde que tu as envie de construire. » Et donc ça, je pense que c'est très subversif et que ça peut être le fondement d'une révolution personnelle et d'une révolution de société, d'un autre projet de société. C'est de se dire, on veut avoir une vie qui a du sens. On veut avoir une vie qui ne nous oblige pas à nous endormir le soir en fermant les yeux et en bouchant les oreilles pour ne pas voir toutes les conséquences atroces de ce qu'on a fait malgré nous parce qu'on a juste besoin de gagner de l'argent. Librairie à Stendhal. Les rencontres de la librairie française de Rome. Le plaisir est tout à fait compatible avec la culture. Il y a un plaisir de la culture, incontestablement. Librairie à Stendhal. Retrouvez le programme sur notre page Facebook et en suivant Eventis Stendhal sur Instagram.